Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut Raphaël. Aujourd'hui, on va vous parler, ou plutôt Louis va vous parler de cycle menstruel lié à tout ce qui est performance. Et juste avant de arriver directement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Louis, je suis le cofondateur de The Prep Family sur Instagram et moi vous pouvez me retrouver sous le nom de The Prep Dad. J'ai donc fait de la physiologie de l'exercice à l'université de Manchester et un postgraduate diploma en nutrition du sport et là je vais commencer mon master en septembre en nutrition du sport. Et donc on a créé ce compte avec Clémentine, The Prep Family sur Instagram en français pour parler de tous les sujets qui touchaient à la physiologie féminine, à l'anatomie et aux considérations spécifiques lorsqu'il s'agit notamment de nutrition et d'entraînement, car on a réalisé que finalement dans le milieu francophone, personne ne parlait de toutes ces choses-là. Donc voilà. Ok, bah écoute, très bonne présentation. Et du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un petit peu de tout ce qui tourne, qu'est-ce qu'il y en est en tout cas de la littérature scientifique en ce moment autour des femmes justement? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus déjà? Alors souvent on dit que les femmes sont les délaissées de la science et il y avait la raison qui était relativement simple, c'était par rapport au fait qu'il fallait prendre en compte leur cycle menstruel lorsqu'on faisait de la recherche. Et un sondage donc avait été fait il n'y a pas si longtemps que ça dans les trois plus grands journaux de Sport and Exercise Medicine. Et on a vu que sur toutes les recherches qui touchaient justement à la médecine et enfin, sport et exercice, il n'y avait que 4% de cette recherche qui était effectuée uniquement sur des femmes. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, du coup, pour le pourcentage restant, lorsque la recherche elle est faite sur les hommes et femmes, c'est que souvent, elle n'est pas ce qu'on appelle sex disaggregated, c'est-à-dire que les données collectées et analysées, elles ne sont pas séparées entre les hommes et les femmes, mais elles sont toutes analysées ensemble. Ok. Ce qui va causer un problème dans la mesure où la physiologie féminine et la physiologie masculine, c'est absolument pas la même chose. Donc, le problème là, c'est qu'on ne prend pas en compte le cycle menstruel. Et donc, souvent les études, bon, on y reviendra sûrement après, mais ne sont pas spécialement bien faites. Mais lorsqu'elles sont relativement bonnes, on teste les femmes dans la première phase du cycle menstruel, la phase folliculaire, enfin, et surtout du coup quand elles ont leurs règles, car c'est là où les hormones, oestrogène et progestérone, seront au plus bas. Mais c'est important de considérer la phase du cycle. Et c'est là ce qu'on ne fait pas souvent. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on voit notamment en médecine, d'une manière générale, qu'il y a des effets du cycle menstruel sur certaines drogues, comme les antipsychotiques, les antibiotiques, les antihistamines. Et donc, ces drogues sont plus ou moins efficaces et les symptômes sont empirés durant le cycle. D'où le fait qu'il faut, on va dire, plus de recherche aujourd'hui et de meilleures recherches. Ok. Et je parlais juste avant de la qualité des études. Ouais. Et en 2020, l'université donc, de Nottingham Trent, et je crois que c'était sous la direction de Lee McNulty, ils ont analysé 50 études qui ont traité de l'effet du cycle menstruel sur la performance. Et sur ces 50 études, 60% étaient considérées comme de mauvaise ou très mauvaise qualité. Ouais. Ce qui est pas mal. Donc, quand c'est plus de la moitié, c'est très inquiétant. Et il n'y en avait que 8% qui étaient considérés de bonne qualité. Alors, on ne peut pas être confiant spécialement dans toutes les recherches du coup que l'on lit, et c'est pour ça qu'il faut être très sélectif et prendre un peu souvent les informations avec des pincettes, pardon, lorsqu'on lit ces études. Et ensuite, c'est également la question pourquoi elles étaient de mauvaise qualité, tout simplement parce que la plupart du temps, lorsqu'on teste les femmes, il n'y a pas de test sanguin ou salivaire pour s'assurer qu'elles étaient dans la bonne phase du cycle. Bah, comment on peut s'assurer qu'elles étaient dans la phase folliculaire si on ne les teste pas d'une manière précise? Là, il demandait bah, est-ce que vous êtes dans cette phase? Ah oui, non. Donc voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Après, également, on voyait en 2014 qu'il y a une étude qui a montré qu'il n'y a que 3 études durant la précédente décennie qui avaient utilisé les bonnes méthodes pour savoir la phase du cycle menstruel.
Donc, avant 2014, 3 études dans la précédente décennie. Ah ouais. Donc, c'est relativement inquiétant. Oui, bah, trois Donc, études. voilà. Et je pense que tu as bien raison, c'est important d'introduire sur la recherche chez la femme parce que, ensuite, tout ce qu'on va dire là, c'est basé, oui, sur la recherche, mais c'est également physiologique et des mécanismes qu'on ne peut peut-être pas vraiment lier à un effet, ou du moins pas à tout le monde. Ouais. Maintenant que tu nous as parlé un petit peu des études scientifiques qui étaient autour des femmes, que tu nous as expliqué un petit peu qu'est-ce qui représentait la qualité de ces études, est-ce que tu pourrais, avant qu'on parle vraiment de performance, nous rappeler, oui, nous rappeler justement comment fonctionne le cycle menstruel chez la femme d'une manière générale? Alors oui, tout d'abord, il faut savoir qu'un cycle, on va dire la fréquence du cycle normal, elle est comprise entre 24 et 38 jours avec une régularité à plus ou moins entre 2 et 20 jours. Et donc le premier jour du cycle menstruel, ça sera le premier jour des règles, là où il y aura un saignement. Et c'est là où les taux d'oestrogène et de progestérone seront à leur plus bas. Et donc, ce qui cause ces règles, c'est qu'en fait, la muqueuse utérine vient s'épaissir pour pouvoir accueillir un embryon. Et si au terme du cycle menstruel, aucun embryon ne s'est implanté, une grande partie de la muqueuse utérine se détache, constituant en fait ainsi les règles. Et donc tout ça, c'est aidé grâce aux prostaglandines. Et quand les règles viennent se terminer, on voit une augmentation, donc durant cette phase folliculaire qui est la première phase du cycle, Hmm. donc avant l'ovulation, on voit une augmentation des taux d'oestrogène qui arrivent à leur pic pile avant l'ovulation. Et ensuite, l'ovulation arrive environ au milieu du cycle, mais encore une fois, chaque cycle est différent, donc on ne peut pas dire ça arrive à ce moment-là, ça arrive exactement à la moitié du cycle. Sur un cycle parfait de 24 jours, ça arrive exactement à 12 jours. Non, c'est pas possible de le définir comme ça. Et ensuite, il est également possible qu'il n'y ait pas d'ovulation. Ça peut être dû notamment à un très haut volume d'entraînement, pas assez de support lorsqu'il s'agit de la nutrition, etc., etc. Mais s'il y a on va dire que s'il y a l'ovulation, on voit une augmentation de la progestérone durant cette deuxième moitié de cycle, qui est la phase lutéale. Mais s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de production de progestérone et donc les hormones ne sont pas, on va dire, bien. Comment on peut dire enfin, en anglais, on dit imbalanced, mais je pense qu'on comprendra qu'en gros, s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de cette production de progestérone. Et donc, c'est pas un cycle sain, parce que souvent, on définit un cycle sain comme un cycle où, tout d'abord, il y a une manifestation des règles et où il y a une ovulation. Et donc, durant cette phase lutéale, comme je l'ai expliqué, lorsqu'il y a ovulation, on voit un pic de progestérone, un très léger pic d'œstrogène, mais qui est moins important que dans la première partie du cycle. Et ensuite, on voit une diminution de ces deux hormones avant que le prochain cycle recommence. Ok. Et donc, par rapport à la production de ces hormones, ça vient simplement d'un signal de l'hypothalamus, signal donc vers l'hypophyse qui libère ses propres hormones, qui envoie un signal aux ovaires. D'accord. Donc en gros, c'est par exemple, dans la première phase, lorsqu'il y a une augmentation des oestrogènes, il y a l'hypothalamus qui dit de libérer la LH, et ça dit en gros d'arrêter, enfin si on le synthétise comme ça dit d'arrêter de produire de l'oestrogène pour ovuler. Ok. Donc ça, c'est un rappel relativement, on va dire plutôt simple, enfin simple qui est déjà complexe, et synthétique de à quoi un cycle relativement normal ressemble. Là, on ne parle pas des considérations spécifiques où il y aurait des troubles du cycle menstruel. Ouais. Ouais, ouais. Là, de toute façon, là, on parle de manière générale pour des cas, on va dire, pas spécifiques. Et, euh, et justement, ce que je voulais te poser, c'est par rapport à ce cycle menstruel, comment est-ce que, enfin, si c'est le cas, comment est-ce que ce cycle menstruel, il peut impacter les performances sportives? Alors, je pense qu'il faudrait répondre en deux parties. La première partie, c'est ce que les athlètes, parce que si on parle d'athlètes par rapport aux performances sportives, ressentent. Et justement, il y avait
Je crois que c'était une étude en 2018 par Bryden, qui en fait avait interrogé les femmes pour savoir si à un moment donné de leur cycle, elles s'inquiétaient plus ou moins pour leur performance et si ça allait impacter leur performance. Et la grande majorité expliquait que ça allait impacter les performances, mais pas spécialement au même moment. C'est-à-dire qu'elle ne définissait pas une phase comme étant un point. Elle ne disait pas, par exemple, ah bah c'est au niveau de mes règles où là je me sens pas confiante, etc., etc. Ça arrivait à plusieurs moments donnés. Ok. Donc déjà, on voit qu'il y a une appréhension du cycle pour les athlètes en performance. Et ensuite, et c'est relativement également une bonne nouvelle si ça peut rassurer beaucoup de personnes, on voit que la performance n'est pas affectée par le cycle menstruel, du moins à l'heure actuelle. Et ça, c'est encore une fois issu de la méta-analyse réalisée par l'université de Nottingham-Trent, dont on a parlé juste avant, qui a été réalisée en 2019. Et donc, on voit que les marqueurs de performance qu'on évalue lorsqu'on est en laboratoire en université, c'est-à-dire souvent VO2 max, la force, les différentes concentrations de lactate, l'oxygénation, la consommation d'oxygène spécifique enfin, la concentration d'oxygène par kilogramme par kilomètre, en gros, toutes ces variables-là n'étaient pas affectées par le cycle menstruel. Donc, ça, on va dire que c'est la première moitié de la réponse à ta question, parce que, d'après ce que dit la science, les performances ne sont pas affectées par les différentes phases du cycle. Ok. Après, il y a des phénomènes physiologiques, comme on en a parlé lorsqu'on a défini le cycle menstruel, ce qui se passait au niveau hormonal. Il y a des phénomènes physiologiques qui arrivent et donc qui peuvent potentiellement impacter la femme et l'athlète durant ces règles. Par exemple, s'il y a une grosse concentration de prostaglandine lors des règles, ça peut potentiellement causer des diarrhées et des nausées. Et on voit que ça se passe chez 30% des athlètes, car 30% des athlètes souffrent de heavy periods, on va dire, où il y a un plus gros saignement, et donc il y a notamment de plus grands risques d'anémie. Et donc, je pense que la première chose lorsqu'il s'agit de performance, et pour que les athlètes soient sûrement moins inquiètes, c'est de créer un environnement plus sain pour les femmes, c'est-à-dire où il y aura des stands avec des serviettes hygiéniques ou autres, pour ne pas s'inquiéter si lors de l'Ironman ou lors du marathon, les règles vont arriver. Et ensuite, on peut parler de plein d'autres choses physiologiques. Est-ce que tu veux que j'en parle? Ah, vas-y, hein. Moi, je suis pour, hein. Alors, déjà, donc là, si on le fait phase par phase, donc tout d'abord, dans la phase folliculaire, souvent, on divise la phase folliculaire et la phase lutéale en elle-même en deux, ce qu'on appelle early et late. Donc, dans cette deuxième moitié de phase folliculaire, on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une augmentation des taux d'oestrogène. Et donc, cette augmentation des taux d'oestrogène peut notamment créer ce sentiment où l'énergie sera supérieure, où il y aura plus de motivation pour s'entraîner, où il y aura plus de confiance en soi. Et on voit également que les, on va dire, hauts niveaux d'œstrogène influencent l'activation et la prolifération des cellules satellites, ce qui aide la masse musculaire squelettique à notamment récupérer et à grossir, hypertrophier, si entraînement en résistance évidemment. Et également, les oestrogènes réduisent les niveaux de créatine kinase ces niveaux sont un marqueur de dommages musculaires notamment. Et il y a de plus en plus de recherches, et là encore une fois c'est la recherche qui est en train d'émerger, donc on ne peut pas le dire avec 100% de certitude, qui montrent que si tu programmes par exemple plus d'entraînement en résistance durant la première moitié du cycle menstruel plutôt que le même nombre entre les deux moitiés, il y aura potentiellement de meilleures adaptations au niveau de la force. Et ça, on l'avait déjà vu dans l'étude de Reis en 95, mais il y a de nouvelles recherches qui sont en train d'émerger. Donc c'est peut-être quelque chose pour les coachs à prendre en compte lorsque vous faites une programmation. Après, ça, on pourra en parler. Ça, on en parlera peut-être après. C'est un peu compliqué également de se dire ah bah, je vais programmer ça, s'il y a peut-être des
irrégularité au niveau du cycle, ou même si le cycle est régulier, s'il y a des petites variances entre cycles. Et en gros, aussi, on voit qu'il y a une différence de métabolisme et une meilleure utilisation, notamment des glucides lors de la première moitié du cycle. Et donc, ça peut potentiellement être bien si l'entraînement est à haute intensité. Parce qu'on sait que les glucides, c'est le substrat, on va dire, préférentiel Ouais. lors d'un entraînement avec une grosse intensité. Et ensuite, il y a également certaines personnes qui disent ah, mais si les taux d'œstrogène sont plus hauts, est-ce qu'il y a plus de risques de blessures? Non, pas vraiment. Après, on peut toujours se dire ok, mieux vaut prévenir que guérir, l'échauffement sera un peu mieux durant cette période, etc., etc. Donc là, on a couvert la première partie du cycle. Ensuite, ce qui arrive après au milieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ovulation. Et on voit, lors de l'ovulation, c'est rare chez la femme, un très léger pic de testostérone. Et donc, notamment, on a vu sur, je crois que c'était l'étude de Cook et al. En 2018, que ça pouvait potentiellement augmenter le niveau de motivation de l'athlète à s'entraîner, ce petit pic de testostérone. Donc, encore une fois, c'est des légères choses que l'on vient voir sur les études, mais qui peuvent être intéressantes à prendre en compte dans un contexte relativement, on va dire, global. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah là, je sais que ça va arriver, autant, comment dire, autant en tirer le meilleur de ce cycle menstruel, pardon, phase par phase. Hmm. Et donc, ensuite, il y a la seconde phase du cycle menstruel qu'on a traité tout à l'heure, la phase lutéale où l'hormone dominante, c'est la progestérone. Et la progestérone, c'est une hormone anti-anxiété. Donc, théoriquement, il y aura une meilleure humeur, enfin, un meilleur mood, un meilleur sommeil potentiellement. Et il y a une hypothèse également qui vient dire que la progestérone, agissant avec le cerveau, peut créer ce qu'on appelle la luteal analgesia, qui en fait permettrait d'être moins susceptible à sentir la douleur. Ça a été appuyé par l'étude de Vincent et al. Et al. En 2018. Et donc, potentiellement, durant cette phase, il y aurait une meilleure perception de la douleur. C'est-à-dire que la femme en question la sentirait moins. Ok. Ensuite, on voit que la coordination durant cette seconde phase peut potentiellement être affectée. Donc, on peut se dire, ah bah, peut-être une meilleure préparation avec un meilleur échauffement, peut-être utiliser des compléments alimentaires qui peuvent aider à cette coordination. Je pense notamment à la caféine, qui est un des compléments les plus étudiés à l'heure actuelle. Hmm. Et donc, c'est pour ça que c'est important de traquer son cycle menstruel. Et après, je ne vais pas venir en détail de comment le faire. Il y a aujourd'hui plein de méthodes, etc., même des applications. Aujourd'hui, vous avez notamment la Oura Ring qui permet de traquer son cycle menstruel. C'est important de le traquer pour savoir tout ça et surtout pour que l'individu et la femme, elles sachent comment elle réagit à ces phases du cycle. Et parce qu'on voit également, lors de cette phase lutéale, qu'il peut y avoir une augmentation de qu'il y a une augmentation de la température qui va jusqu'à 1,5 degré Celsius. Ok. Donc 0,5 degré. Mais alors, dit comme ça n'a pas l'air impressionnant, Ça mais l'est pas mal, déjà, ouais. c'est pas mal. Et puis, ça peut jouer sur les performances, mais ça, je vais y venir. Et puis également, ça peut indiquer pour la femme qu'elle a bien ovulé. Donc, c'est le deuxième cycle, le deuxième signe que le cycle était sain. Et il y avait le docteur, la docteure Emma Ross, qui est docteur en physiologie de l'exercice, professeur à l'université, qui a aidé à préparer des athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors du coup, ça avait été décalé avec le Covid, mais ils avaient prévu lors de leurs entraînements que bien évidemment certaines femmes allaient être dans cette phase lutéale. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'était que pour contrer en fait les effets négatifs de cette augmentation de température corporelle, utiliser des choses comme notamment des serviettes humides froides sur la nuque, ça pouvait atténuer cette dégradation de performance. Ok. Donc ça, c'est également des choses à prendre en compte, on va dire plus pour les personnes à haut niveau. Mais pour les personnes qui aiment s'entraîner dans la vie de tous les jours, ça peut également être important à prendre en compte, notamment
lorsque la chaleur, comme à l'heure actuelle, est très élevée Ouais. et qu'en plus vous allez avoir une augmentation personnelle de la température, ça peut être intéressant à prendre en compte. Et également, on voit, bon alors ça c'est aussi à prendre avec des pincettes, qu'il y a un effet sur le nombre de calories utilisées. On peut voir jusqu'à environ 150, je crois, peut-être 200 calories utilisées en plus, mais je crois qu'il y a un effet compensatoire, donc il n'y a pas spécialement besoin en soi de manger plus. Hmm. Et ça, c'était, je crois qu'on l'a vu en 95 avec l'étude de Dunker Hope. Ouais, c'est pas une histoire où ça dit Mais que dans cette phase-là, on a généralement un peu plus faim, façon de parler, et du coup, ça vient compenser la montée des calories. Je sais plus alors, si c'est une chose comme si, ça. si, je crois que c'est. Alors oui, il y a également une augmentation de la faim, mais est-ce que c'était sur cette étude? Ouais, Je peux pas ouais, te le ça, certifier là. je sais pas. Mais par contre, on peut voir également que dans cette phase, alors au-delà qu'il y ait plus de calories utilisées, que ça pourrait être peut-être optimal de consommer un peu plus de protéines. Et ça, on l'a vu, on l'a vu avec, je crois que c'était une étude suisse en 2008 de Bird, mais je suis pas sûr, où ça pourrait potentiellement être plus optimal de consommer plus de protéines durant cette phase. Donc peut-être se dire, ah bah ok, je vais passer de 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo poids de corps, que sais-je. Il n'y a pas de valeur exacte. Mais pour te dire que peut-être c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on veut vraiment optimiser. Et puis d'ailleurs, souvent, c'est toi, notamment, tu le fais avec ton tableur, etc. C'est une question d'optimisation de la performance. Hmm. C'est, on va dire que enfin, c'est pour les personnes, on va dire, relativement avancées, où c'est des choses qui peuvent être importantes à prendre en compte. Et ensuite, et là, c'est encore une fois, là, c'est quelque chose d'un peu plus psychologique et qui est important à prendre en compte, c'est que la mémoire durant cette phase du cycle est, on va dire, plus durable. C'est-à-dire que les personnes, durant cette phase du cycle, auront une plus grande facilité à retenir un moment X ou Y. Et ça, on l'a vu dans l'étude de Vincent et al. En 2018. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une bonne performance, et ben, ça t'aura sûrement plus de facilité à t'en souvenir dans le futur si tu as fait cette bonne performance dans cette phase que dans la première phase du cycle, la phase folliculaire. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus psychologique, mais on sait également que le sport et la préparation mentale, c'est quelque chose Oui. qui existe, que beaucoup de personnes font. Donc c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Et donc ça, c'était pour couvrir un peu plus la phase lutéale. Et donc c'est pour ça que là, on a vu, on va dire, des gros bénéfices lors de la phase folliculaire, avec une augmentation du métabolisme, notamment des glucides, avec qu'est-ce que je disais avant, avec plus d'énergie, plus de motivation, etc. On a vu tout ça et c'est fantastique. Mais la phase folliculaire, la phase lutéale finalement, eh ben, il y a également des bénéfices parce qu'on voit potentiellement un meilleur sommeil, ce qui est crucial pour les athlètes, une meilleure mémoire, ce qui est crucial pour les athlètes. S'il y a un bon événement qui se passe, eh ben, ça va sûrement rassurer la personne pour les prochains événements à venir. Ouais. Et ensuite, donc là, la phase lutéale commence à se finir. Et donc, on voit la phase prémenstruelle qui arrive donc avant les prochaines règles. Et les symptômes qui sont liés à cette phase prémenstruelle, ils sont dus au déclin des hormones. C'est-à-dire vu qu'il y a une chute d'hormones et que j'ai pas envie de dire que la progestérone et les oestrogènes reviennent à un niveau zéro, mais presque, des symptômes peuvent apparaître comme des maux de tête notamment. Et c'est important de le savoir, il y a plus de 150 symptômes qui sont reconnus comme étant des symptômes prémenstruels. Et donc, il y aura une certaine fragilité émotionnelle durant cette phase prémenstruelle. Et encore une fois, c'est important, notamment pour les coachs, de le prendre en compte. Et comme quoi, il ne faut pas ignorer ça, dans le sens, si vous avez une athlète un peu plus sensible, etc., c'est quelque chose à prendre en compte. Ce n'est pas dans l'imaginaire de la personne. Enfin, dans le sens, aujourd'hui, on est vraiment dans une mentalité, notamment, moi, c'est le domaine qui m'intéresse un peu plus, c'est le bodybuilding, dans une mentalité no pain, no gain, etc., Ouais. etc. Mais cette mentalité, elle ne prend pas en compte la physiologie de l'athlète.
Et ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de coachs qui disent, lorsqu'une femme est en sèche et qu'elle a perdu ses règles, ah mais c'est normal, ça reviendra. Alors non, c'est pas normal, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une connaissance, on va dire, globale de tout ça. Et également, là, on parle de tout ça à une échelle qui est petite, parce que là, quand je te parle de ça, en fait, on parle à l'échelle d'un cycle. Tu vois, il y aura une répétition de centaines et de centaines de cycles durant la vie d'une femme. Mais il faut voir les effets sur le long terme, notamment les effets des oestrogènes sur la santé des os, sur la santé cardiovasculaire, les effets de la progestérone sur la santé au niveau du cerveau. Et donc, c'est des choses à prendre en compte. Donc voilà, ça c'est. J'espère que j'ai bien couvert la partie performance. Ouais, non, non, mais en plus c'est bien parce que t'as fait chaque étape, une par une, etc. Donc on a fait d'un point de vue chronologique et je pense que c'était pas mal aussi pour se repérer un peu. Donc non, non, t'as très bien couvert la question. Donc là-dessus, y a pas de problème. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'était donc là maintenant tu nous as parlé un petit peu de comment le cycle, on va dire, il pouvait impacter de différentes manières d'un point de vue entraînement, performance, etc. Et justement, et là, bah, je pense que cette question-là, ça va être pas mal aussi pour les coachs surtout. Mais pas que. Ça va être comment est-ce que, ou faut-il déjà, est-ce qu'il faut ajuster son entraînement selon son cycle menstruel? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il faut le faire? Alors, je pense alors, comme je l'ai évoqué avant, je pense que c'est déjà très compliqué de l'ajuster, vu que le cycle varie et n'est pas parfait et varie d'une femme à l'autre. Et dans le sens, ça voudrait dire, demain, si tu dois vraiment ajuster le plan au jour près pour l'athlète, par exemple, là, si on parle juste d'une programmation, on va dire en musculation, ça veut dire déjà que tu dois avoir une très bonne connaissance de la physiologie de l'athlète en question. Et ça, je pense que ça requiert un certain nombre de temps avant, avant de pouvoir avoir cette connaissance-là. Hmm. Et donc, déjà, la première chose à faire, je pense, avant de se dire j'ai envie d'optimiser le plan au maximum pour la personne, avoir une connaissance du cycle menstruel, c'est quelque chose de très important. Avoir une connaissance de tout ce dont on vient de parler là, je pense que c'est la première étape avant de se dire je vais tenter de périodiser l'entraînement, la récup, etc. en fonction des règles. Et c'est quelque chose, je pense, de primordial parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre ma main à couper, mais va demander aux trois quarts des coachs qui préparent des athlètes, là, notamment dans le monde du bodybuilding, de te citer les phases du cycle menstruel. On va juste dire les phases. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sauront pas te répondre. Et ensuite, si tu leur demandes après des spécificités un peu plus précises, je pense qu'il y en a encore moins qui sauront te répondre. Et donc, avoir ces connaissances-là, en fait, il faut bien se dire, le cycle menstruel, c'est complexe. Le cycle menstruel ne se résume pas aux règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes, mais moi j'en ai également en coaching, qui ne prennent pas en compte l'entièreté de leur cycle menstruel, mais prennent juste en compte leurs règles. C'est-à-dire, ah, j'ai eu mes règles là, voilà, finito. Hmm. Alors qu'il faut prendre, enfin, c'est important de traquer son cycle pour savoir, ah bah tiens, là j'ai eu tel symptôme, je me sentais comme ça. Peut-être avoir un petit journal de bord et noter comment tu te sens peut être important. Mais que l'athlète et que le coach aient une connaissance de ces bases-là, c'est important parce que oui, le cycle menstruel, ce n'est pas uniquement la période des règles. Il y a d'autres facteurs qui sont primordiaux lors de ce cycle, comme je l'ai expliqué, avec l'augmentation de certaines hormones, etc. Euh, donc là, ça vient, on va dire, d'une partie, on va dire, plus d'éducation. Donc, donc d'abord, comme là j'étais en train de le dire, je pense que ça vient surtout, avant de parler de périodisation, etc., d'entraînement, d'éducation des coachs et on va dire des femmes en général et des personnes en général, euh, des connaissances, on va dire, basiques du cycle menstruel, savoir les symptômes, quand ils peuvent avoir lieu, savoir également que c'est possible de bien s'entraîner durant son cycle et comme quoi c'est pas un fardeau. On va dire qu'il faut surtout plus le dire comme ça, du moins selon ce que la recherche nous dit actuellement. Et
bien évidemment, ça varie de personne en personne. Après, et après là, c'est plus de l'anecdote personnelle. C'est lorsque là, j'ai préparé et que je suis en train de préparer notamment des femmes qui font des compétitions en NPC. On voit notamment lors du cycle menstruel qu'il peut y avoir, comme on l'a dit avant, une augmentation de la faim, etc. Donc pourquoi pas se dire sur la programmation globale, notamment de la nutrition, ah bah ok, là je vais t'augmenter de 150, 200 calories, ou on va faire un diet break si c'est vraiment trop dur, plutôt que dire ce qu'on disait tout à l'heure, no pain, no gain, c'est pas grave, ça va passer, arrête de pleurer. Enfin, je rigole en disant ça, mais hélas, c'est la triste réalité de ce qui se passe souvent. Hmm. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, enfin, no pain, no gain. Enfin bon. Donc, avant de chercher la meilleure périodisation, c'est une éducation autour de ce cycle menstruel qui est on va dire, la chose la plus importante. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, je sais pas si t'avais peut-être des petits points à rajouter, même en dehors des questions qu'on a posées ou. Bah, alors, je pense le point que je vais rajouter là, c'est je conseille à tous les auditeurs de ce podcast de se renseigner euh, sur la physiologie féminine, à tous les coachs de se renseigner là-dessus, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans le milieu francophone. On en parle peu dans le milieu anglophone, mais de plus en plus. On voit des personnes, notamment comme le docteur Stacy Sims, que j'apprécie beaucoup, qui parlent en détail du cycle menstruel, de la ménopause également. Et ce qu'elle dit, notamment sa phrase, c'est les femmes ne sont pas des petits hommes, et c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, traiter tout le monde de la même manière. Il y a des facteurs émotionnels à prendre en compte, il y a des facteurs au niveau de l'entraînement qu'on peut prendre en compte, de la nutrition qu'on peut prendre en compte, et donc c'est important de s'éduquer et de se renseigner sur ces sujets-là. Et puis pour toutes les personnes intéressées, je vous invite fortement à suivre du coup notre compte Je le mets en description. TPF The Prep Family, parce que à l'heure actuelle, il y a, on va dire, enfin là on n'a pas encore mis beaucoup de contenu, mais il y a très peu de comptes qui parlent, on va dire, d'une manière evidence-based, ou du moins informé, j'aime pas spécialement le terme de basé sur la science, mais informé par la science de ces sujets. Et bien évidemment, il y a des recherches qui commencent de plus en plus à faire surface, et donc nous, on les analyse et on tente de les synthétiser avec des posts, avec des stories et peut-être d'autres projets dans le futur. Donc voilà. Ok, bah écoute, bah de toute façon, ton compte, enfin le compte Instagram, je le mettrai en description de l'épisode. Et puis tu me donneras d'autres liens, notamment les sources que tu as citées. Si tu veux me les envoyer certaines, il n'y a pas de problème, je pourrais les Ouais, mettre. bah, je te les enverrai toutes dans ce cas. Pas de problème. Bah écoute, je sais pas si t'as peut-être un autre petit point qui vient de te venir en tête ou si tu penses avoir fait le tour. Non, je pense avoir fait à peu près le tour du moins de tout ce dont on voulait parler. Et puis je suis très content. Merci beaucoup pour cet échange qui, j'espère, apprendra des choses à beaucoup de personnes. Bah écoute, avec plaisir. Et puis bah merci d'avoir en tout cas pris le temps de répondre aux questions. Et puis Merci à toi, Raphaël. merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à aller voir le compte que je vais mettre en description ou d'aller voir le contenu, etc. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.